Voilà, on va enregistrer. Donc première question, c'était faux. Il y a aussi f de 0 égale 1. Comme ça, en plus, on enregistre pour... je mettrai sur YouTube la correction comme ça. Et donc question 2, du coup, vrai ou faux, la fonction exponentielle est définie sur grand R, mais n'est pas dérivable sur grand R. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'était faux, ça. Elle est dérivable sur grand R. Et donc l'explication, c'est celle-ci, c'est que la fonction exponentielle, comme elle vérifie f' égale f, eh bien ça sous-entend en fait qu'on fait f' de x égale f de x pour tout x réel. Hein, ça signifie que f' de x égale f de x pour tout réel x. Et donc ça veut dire que quand on écrit rien que le fait d'écrire f' de x, ça sous-entend que là, la fonction, elle est dérivable en petit x, et donc elle est bien dérivable sur grand R. Et définie, c'est aussi d'après la définition, donc voilà, il n'y avait pas de souci sur le fait qu'elle était définie et dérivable. Donc c'était faux parce qu'on prétendait, hein, je crois, n'est pas dérivable. C'était ça la question, et donc la réponse était elle est dérivable. Alors question 3, exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est... je crois que c'est vrai, hein, ça c'est la formule. Comme les puissances, hein, vous vous souvenez, si j'ai fait les vidéos sur la fonction exponentielle. Ouais. Donc voilà, dans les vidéos, on l'explique, hein, c'est en tout cas pour retenir un moyen mnémotechnique, c'est exponentielle, c'est comme une puissance, et donc exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est la même formule que pour les puissances a puissance n plus m égale a puissance n fois a puissance m. Voilà, c'est le genre de formule que vous avez vu au collège en principe. Donc voilà, c'est une propriété du cours. Alors cette propriété du cours, elle se démontrait. Donc c'était une démo facultative en fait en vidéo optionnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont regardées. Donc ensuite, question 4, vrai ou faux? Alors vous avez mis quoi? 73% de bonnes réponses pour la question 4. Mince, c'était où? C'est là. On s'en fiche maintenant. Donc est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que ça c'est faux? C'est faux. C'est faux, ça fait exponentielle de 2x. 2x, exactement. Parce qu'en fait, c'est pas là, ce serait si on fait le x fois x, parce qu'on se dit, ah, il y a un fois, je le mets là-haut, mais non, du coup, mince. Faux. En effet, exponentielle de x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle de x plus x. Et donc, c'est exponentielle de 2x. Question 5, exponentielle de 0 fois e égale exponentielle de 0. Vrai ou faux? Vous avez mis... Alors, vous êtes 59% à avoir eu bon. Donc, la bonne réponse, c'est encore une fois, c'est faux. Alors, pourquoi? C'est pas là, c'est là. Parce qu'en fait, e, c'est e puissance combien? Le e ici. Suzy n'arrive pas à se connecter. Ah, attends. Non, c'est où? C'est là. Elle n'arrive pas à se connecter. Bah, hop, on va inviter Suzy. Voilà. Elle est où? Il est où le truc? Tiens, Oda, je te laisse envoyer ça à Suzy. J'ai oublié de te répondre. Comme ça, elle devrait pouvoir se connecter avec ce lien. Donc, je reprends. Vous êtes encore là? Donc, la réponse à cette question-là, c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, exponentielle de 0, hop. Donc exponentielle de 0 fois exponentielle de 1, bah, c'est égal fois, pardon, ah, j'ai vendu le truc, fois e. E en fait, c'est en fait e, c'est f de 1. Et donc ça s'écrit x de 1, et c'est aussi e puissance 1.
C'est ça qu'il faut voir. Donc en fait, ça c'est exponentielle de 0 fois exponentielle de 1. Donc c'est exponentielle de 0 plus 1. Donc c'est exponentielle de 1 et donc c'est e. Et c'est pas. Et donc du coup, voilà, c'est Nora aussi l'a dit aussi sur le Discord. Et donc du coup, c'est pas exponentielle de 0, là c'est exponentielle de 1. Voilà. Et je crois que c'est exactement ce que j'ai mis. En moins. Et on aurait pu, voilà, exponentielle de 0, on peut aussi dire que c'est 1. On aurait pu le voir comme ça, d'ailleurs. Voilà. Autre façon de le voir, ce truc-là, bah, exponentielle de 0, mince. Ah, lui, ça vaut 1, donc c'est égal à 1 fois E égale E, tout simplement. On aurait aussi pu le voir comme ça. Pas de questions là-dessus? C'est bon? Bon, allez, on passe du coup au suivant. Voilà. Ensuite, allez, petite question. Pour tout nombre réel x, on a 1 sur exponentielle de x fois exponentielle moins 2 fois exponentielle x égale exponentielle de moins 2. Alors là, on a envie de dire ça marcherait presque parce que les exponentielles x se simplifient, un peu comme règle sur des fractions. Et donc ça me fait 1 sur exponentielle de moins 2. Mais en effet, 1 sur exponentielle de moins 2, bah, c'est pas exponentielle de moins 2, c'est exponentielle de moins 2. Donc là aussi, c'est faux tout ça. Ça, c'est des exos du livre Hyperbole que j'ai repris. Et alors pourquoi je le refais ici, à nouveau. Hop, on va prendre une nouvelle page et puis on va zoomer. Alors, c'était quoi? C'était 1 sur exponentielle de x fois exponentielle de moins 2 fois exponentielle de x. Donc là, cela il simplifie, donc ça me fait 1 sur exponentielle de moins 2. Et là, d'après les formules sur les exponentielles, 1 sur exponentielle de a, ou exponentielle de moins a, on l'a vu dans le cours, c'est comme les puissances, ça c'est 1 sur exponentielle de a. Et donc là, bah, si je veux faire dans l'autre sens, bah, je dois, là, il n'y a pas de signe moins, donc je dois en mettre 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, bah, ça va me faire, à tes souhaits, ça va me faire exponentielle de moins 2, et donc exponentielle de 2. Et donc ce qui n'est pas... Vous m'entendez quand je parle face à ma tablette? Oui. Ok. De tout à l'heure, les secondes m'entendaient mal. Donc ça me fait exponentielle de 2 tout ça. Donc la réponse était faux, parce qu'on proposait exponentielle de moins 2. Alors là, du coup, 1 sur exponentielle de 3x égale exponentielle moins 3x. Donc là, c'est vrai, hein, c'est exactement cette formule-là, où au lieu d'avoir le a, ce serait 3x. Et donc je remplace, au lieu d'avoir le a ici, je mets un coup de gomme, seulement sur le a. Donc je laisse le signe moins, donc ça fait ça. Il faut le lire de droite à gauche là. On a bien l'égalité ici. Je laisse regarder. 1 sur exponentielle 3x, exponentielle de moins 3x. Donc ça, c'est vrai. Bonne réponse. Ensuite, QCM. Hop, alors vous avez vu, vous pouvez zoomer comme ça. Oula, ça... Ah, ça... C'est un peu trop zoomé d'ailleurs. Pas génial, ouais. Ouais. Ça, ouais, enfin, la lecture, ça devait le faire quand même. Il y en a qui ont essayé sur smartphone, ça, ou pas? Oui. Ça marche? Oui, ça marche bien. La lecture aussi des images? Oui. Ouais, bah on peut faire pareil, on peut zoomer et tout. Ok, bon, bah, parfait. Donc ici, alors là, c'est un peu, c'est les choses qu'on n'a pas vues ensemble, donc je vais peut-être y passer un peu plus de temps. Enfin, on a vu, on n'a pas fait d'exercice là-dessus. Donc, vous avez une suite définie par un égale exponentielle 3n. Alors, est-ce que cette suite, elle est géométrique? Ça, on l'avait quand même écrit dans le cours. Une suite de la forme exponentielle de... Alors, on l'avait écrit dans le cours. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait écrit dans le cours, mais là, ce qu'on peut voir ici, c'est ça. C'est que la suite u de n égale exponentielle de 3n, et bien on peut le voir comme exponentielle de 3, le tout puissance n. Ça, c'est avec la formule de exponentielle de a
de le tout puissance n égale exponentielle de a fois n. Donc c'est cette formule qu'on utilise de la droite vers la gauche. Donc exponentielle de 3n, c'est exponentielle de 3 puissance n. Exponentielle de 3, en fait, c'est un nombre, hein, regardez. C'est là où il ne faut vraiment pas avoir... si je fais pas avoir peur de cette notation, exponentielle de 3, c'est un nombre qui vaut à peu près 20,08. Si vous tapez dans votre calculatrice, alors j'ai pas l'émulateur sous la main, mais il y a le bouton E. Vous avez le bouton LN sur la calculatrice à gauche du bouton 4. Ça doit se trouver. Attendez. Hop. Calculatrice Texas Instrument T83. Image. Ah, moi je veux taille d'image, c'est où? C'est où ça? Il n'y a pas un truc pour régler la taille de l'image? Outils? Taille. Parfait. Grande image. Super. Bon. Ah bah là on voit bien quand même. Regardez, il y a touche 4, ln, et l'exponentielle c'est là. Donc il faut faire seconde exponentielle pour avoir le bouton là. Ok? Comme on n'avait pas fait à la calculatrice, c'est là que ça se trouve. Donc à la calculatrice, ça vous donnerait une valeur, à peu près 20,08. Il faut savoir que, regardez, sous GeoGebra, là ce serait G de 3. 20,09 c'est l'arrondi, hein, mais il est là. En fait, c'est, si vous voulez, c'est... c'est là. Hop. Non, ça marche pas ça. Bref. Alors c'est tout là-haut, hein, déjà, ça monte vite l'exponentielle. Vous voyez, l'image de 3, hop, elle est là, à peu près 20. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que ça, bah, en fait, quand on revient à notre suite, eh bien, on peut l'avoir à peu près égale, hein, on ne l'écrira pas, mais en fait, c'est à peu près 20,09 avec l'arrondi puissance n. Il faut le voir comme ça, ou ce serait une suite géométrique, du coup, de raisons à peu près 20,09. Donc on est vraiment dans le cadre des suites géométriques ici. Alors en plus, c'est 20,09. Donc après, il faut prendre le soin d'identifier premier terme et raison. Donc là, c'est U0 fois Q puissance n. U0, bah regardez, ça c'est fois 1. Donc le U0, c'est lui. Donc U0, il vaut 1. Et Q, il vaut exponentielle de 3. Donc une fois qu'en fait vous identifiez la raison et le premier terme de votre suite, c'est gagné. Là, vous arrivez. La question, c'était... Je suis perdu. C'était là. Donc, est une suite géométrique? Bah oui, elle est géométrique, déjà. Qui n'est pas géométrique? Non. Géométrique de raison petit e? Non. Elle est raison exponentielle de 3. Bon, bah, géométrique de raison exponentielle de 3, c'est la D. Géométrique de raison 3n? Non. Alors, ça veut rien dire. En plus, géométrique de raison, un truc où il y a du n, la raison, c'est un nombre réel. C'est pas beau. Donc là, c'est pas beau, oui, ça va changer. Là, c'est un peu comme si, en fonction de n, la raison, elle change. Alors la raison, en principe, c'est un nombre qui est fixe, donc enfin voilà, ça devient un peu n'importe quoi. Géométrique de premier terme exponentielle de 3, non, le premier terme, c'est 1. Donc c'est aussi G. Et voilà. Arithmétique, non. Donc il y avait A, D et G. Correct. Alors là, en fait, dès l'instant que vous n'aviez pas l'une des trois, je crois que c'était faux. Et là, c'était la question 8. Alors question 8, je pense qu'elle a été bien ratée, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Il y a eu 37% de bonnes réponses. Donc j'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire pour la question 8? Dites-moi. Ça va? Oui? Oui. Vous pouvez poser des questions, il ne faut pas hésiter. Vous m'interrompez quand vous le souhaitez. Donc ça, c'était la question 8. Question 9 maintenant.
Donc, encore une fois, c'est à peu près le même truc. Sauf que là, la suite, c'est 2 exponentielle de 1 moins 3n. Alors, c'est parti. On va reprendre notre tableau. On va faire u de n égale 2 exponentielle de 1 moins 3n. Alors là, on pourrait se dire à nouveau, donc ce serait mon premier terme, ce serait lui, 2. Et la raison, ce serait, alors vous voyez, le problème, c'est que tout à l'heure, il y avait le n. Tout à l'heure, en fait, c'était exponentielle de 3n. On l'avait décomposé comme exponentielle de 3, le tout puissance n. Le tout puissance n. Parce qu'on utilisait la formule exponentielle de a puissance n égale exponentielle de a fois n. Alors là, ça va pas marcher, parce que c'est pas une multiplication là. Vous voyez, là j'ai une multiplication à droite, c'est 3 fois n. Mais ici, j'ai un truc 1 moins. Donc en fait, il y a un peu de bidouille à faire avant. Et donc qu'est-ce que c'est que la bidouille en question? C'est celle-ci. Alors je vais laisser de côté... Non, je vais effacer ça aussi. La bidouille, elle est là. Hein. C'est qu'en fait, il faut appliquer la formule. Ça, c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de moins 3n. En fait, il faut décomposer pour qu'ensuite le n qui est là n'avoir qu'une multiplication pour ensuite pouvoir le mettre sous la forme un nombre puissance n. Donc là, en fait, le exponentiel de 1, il ne fait pas partie de la raison, il va faire partie du premier terme. Du coup, c'est 2e, exponentiel de 1 c'est e, fois exponentielle de moins 3, le tout puissance n. Ce jingle, c'était quoi? C'était qui le bruit? Alors, et donc là, ça c'est notre U0, et notre Q c'est exponentielle de 3. D'accord? Donc voilà, 2e c'est U0, et Q du coup c'est exponentielle de 3. Donc si je regarde les réponses, géométrique, oui, même si au début ça n'avait pas l'air, hein. N'est pas géométrique, donc non. Raison exponentielle de 1, non. Raison exponentielle de 3, non. Raison 2 exponentielle moins 3, non. Raison 2 exponentielle de 1 moins 3, vous avez vu là, c'est en gros, c'est si je sortais le n et je me disais, en fait, tout à l'heure dans la question d'avant, il faut enlever le n pour avoir la raison, donc je refais pareil. Là, ça marchait pas. Ensuite, géométrique de premier terme, 2, toujours pas. Géométrique de premier terme, 2e, oui. 2e. Et enfin, la raison, on a dit que c'était exponentielle moins 3, donc la raison, c'est la réponse, c'est J. Et le I, c'est faux. Donc voilà. Ça, c'était correct. J, H et A. Et je crois que là, vous êtes encore moins nombreux. 29%, je crois que c'est... Ouais, c'est la réponse. Il y a un 18% là aussi. Mais en gros, c'était une des réponses les moins réussies. Donc là encore, est-ce que la correction, c'est clair? Si vous n'avez pas tout compris d'un coup, mais vous pensez en réécoutant, comme la vidéo, je la mettrai sur YouTube, voilà, vous pourrez réécouter. Mais est-ce qu'il y a des questions quand même sur ce que je viens de corriger? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, il y a la vidéo sur YouTube, hein, si jamais vous n'avez pas envie. D'ailleurs, je suis même pas sûr que j'ai le droit. Non, je vais peut-être comme vous y avez vos voix, etc. Non, je vais pas la mettre sur YouTube, celle-là. Mais j'essaierai de la transmettre pour ceux qui n'étaient pas là, quand même. Bon, on va voir. Peut-être que je la mettrai en version privée. Je pense que je vais faire ça. Mais il faudra un compte Google ou autre chose. Donc c'est ça. Donc on va voir, mais c'est un peu le côté pénible là. Réponse 10. Vrai, faux. La fonction exponentielle est strictement positive sur grand R. Classé du cours. Donc c'était juste quand je vous disais, avant de faire le QCM, de bien revoir le cours. Voilà, si vous connaissez votre cours, c'est facile. Question 11. La fonction. Alors, ouais, d'ailleurs, c'est une propriété, elle est positive. Il y avait une propriété avant, c'était qu'elle s'annulait pas.
Ah, c'est quand même intéressant. En fait, regardez. Euh, on va aller sur quoi? On va aller là-dessus. Il y a une propriété avant de dire que la fonction exponentielle est positive, c'est que la fonction exponentielle, elle ne s'annule pas. Ça, c'était même une grosse démo du cours en option qui était au tout début du cours, pour ceux qui ont vu la vidéo. Alors, une fonction qui s'annule pas, bah, je peux en imaginer plein. Je peux faire des fonctions, hop, comme ça, bah, elle s'annule pas, hein. Donc, en fait, une fonction qui s'annule, ce serait une fonction, hop, qui va traverser. Enfin, qui, en tout cas, là, il y a une intersection avec l'axe des abscisses, donc elle s'annule quelque part. Le contraire de je ne m'annule pas, c'est il existe un endroit où je vais m'annuler. Donc là, ce serait cet endroit-là. Donc en effet, bah, la fonction exponentielle, vous savez qu'elle ne s'annule pas. De plus, vous savez je pourrais imaginer une fonction comme ça qui ne s'annule pas. Alors pourquoi elle est positive? Parce qu'elle vérifie quelque chose de plus. La fonction exponentielle, elle vérifie quoi? Le Elle est fameux... stricte- Oui. elle est strictement croissante. Alors elle est strictement croissante, mais là encore, ça va découler de la propriété, elle est positive. Parce que comme elle est positive, comme elle est égale à sa dérivée, bah, la dérivée est positive, donc la fonction elle est croissante. C'est pas l'argument, c'est dans la définition de l'exponentielle l'argument. F de 0 égale 1. Voilà, f de 0 égale 1, c'est-à-dire que ma fonction elle passe par là. Donc j'ai une fonction qui est positive et je me trouve déjà dans cette zone-là qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait, je pourrais me dire, bah, ça suffit pour dire, bah, en effet, elle est positive, enfin, elle ne s'annule pas. Il y a une valeur ici au-dessus de l'axe des abscisses, donc forcément, jamais je vais traverser. D'ailleurs, traverser proprement, jamais je pourrais avoir une fonction qui fait ça. Sinon, ça contredirait le fait qu'elle s'annule pas. Et sauf qu'il y a des fonctions qui ne s'annulent pas et qui sont à la fois positives et négatives. Est-ce que vous avez une idée en tête d'une telle fonction? Une fonction qui s'annule pas, qui parfois est La fonction positive, inverse. la fonction inverse, exactement. Cette fonction inverse, courbe représentative, c'est celle-ci. Et bien là, la fonction jamais elle vaut 0, même si mon graphique est tout moche. Et là, jamais ma fonction inverse, elle vaut 0. Mais il y a une partie ici, celle-ci, qui est négative. J'ai une partie ici qui est positive. Et qu'est-ce qui fait que j'ai une telle chose qui arrive? C'est parce que la fonction, elle est discontinue, celle-ci. Discontinue, ça veut dire que je ne peux pas la tracer d'un seul trait sans lever le crayon. Vous avez vu, quand je l'ai tracé, j'ai fait ça. Là, vous n'avez pas vu, mais j'ai levé le crayon et après, j'ai repris là-haut. Et en fait, une fonction continue, c'est une fonction, on est obligé, enfin, on ne peut pas la tracer sans lever le crayon. Une définition plus mathématique, mais qui est au programme de supérieur. Éventuellement, en terminale, elle pourrait se voir, mais c'est vraiment pour aller plus loin, là. Et alors, la question qui demeure, c'est, bah, est-ce que la fonction exponentielle, alors vous connaissez la courbe représentative, donc celle-ci, elle se trace sans lever le crayon, elle est continue. Mais en fait, il y a une propriété que vous ne connaissez pas, qui n'est pas au programme de lycée, c'est qu'une fonction qui est dérivable, elle est forcément continue. Et donc, si elle est continue, bah, à ce moment-là, et il y a encore un nouveau théorème, et ça vous le verrez l'année prochaine, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, qui permettra de démontrer que, bah, comme la fonction elle est continue, bah, je ne pourrais pas traverser l'axe des abscisses. Enfin, si je traversais l'axe des abscisses, si elle était négative à un moment donné, ça voudrait dire qu'à un moment je traverse l'axe des abscisses, or la fonction ne s'annule pas, donc finalement la fonction est nécessairement positive. Voilà, je vous ai fait une idée de la démonstration qui n'était pas dans le cours, celle-ci elle était cachée parce qu'elle est quand même délicate et elle fait appel à des notions qu'on ne pouvait pas traiter en classe de première. Mais voilà une explication de pourquoi elle est positive, strictement, parce que, en résumé, comme elle est dérivable, ça veut dire que propriété hors programme, une fonction dérivable, ça veut dire qu'elle est continue. Fonction continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas la tracer sans lever le crayon. Et tracer un truc sans lever le crayon qui est positif, qui à un moment je le souhaiterais négatif, mais sans passer par 0 parce que je sais qu'elle ne s'annule pas, c'est impossible.
Et ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui permet de le justifier, théorème que vous verrez l'année prochaine, théorème que vous ne démontrerez pas par contre. Enfin, pour ceux qui font SPMAT, de toute façon, tout ça. Bref, voilà, c'était le petit hors-programme de la correction. Je m'excuse, ça faisait beaucoup, surtout pour une question de cours. Mais ouais, j'espère que enfin, ça vous donne une idée encore d'autres démonstrations de cours qu'on peut faire en dehors, parce qu'il y avait beaucoup de démos de cours quand même dans ce chapitre fonction exponentielle, hors programme, enfin qui n'étaient pas exigibles, mais qui sont très intéressantes pour vous si vous voulez faire plus de maths en terminale et même après le bac. Donc on revient là-dessus. On revient sur la question 11. Question 11, donc c'est l'étude classique de fonctions, c'était les questions 11, 12 et 13. Donc vous avez 2x plus 3 exponentielle x, bah, la dérivée de ça, vous avez ici la dérivée, vous avez une fonction produit. Produit, c'est f de x, donc c'est uv', c'est u'v plus uv'. C'est tout moche. Voilà. Donc ici, u, c'est u de x, c'était 2x plus 3. v de x, c'est exponentielle x. Alors la dérivée des exponentielles x, c'est super, c'est elle-même. Je m'excuse, hein, j'ai du mal à écrire là-dessus. C'est pire que quand j'écris au tableau. La dérivée de 2x plus 3, c'est la dérivée de x, c'est 1, donc ça fait 2, plus la dérivée de 3, c'est 0, donc ça me fait 2. Et donc quand on applique la formule, f' de x, c'est u'v plus uv', donc ça me fait u', c'est 2 exponentielle x, plus uv'. U, c'est lui, donc 2x plus 3 fois exponentielle x. Si je fais ça, vous hurlez parce que j'ai oublié les... Parenthèse. Ouais, je suis pas tout seul. Et donc, très bien. Et donc, une fois qu'on est là, ça se factorise. J'ai exponentielle x de chaque côté. Donc, je peux dire que c'est exponentielle x facteur 2. Et là, facteur 2, bah, je recopie tout ce qui manque, ça et ça. Donc, c'est facteur de 2 plus 2x plus 3. Et donc là, comme j'ai un plus devant une parenthèse et comme la parenthèse n'a pas d'intérêt, donc je peux enlever les parenthèses et sommer ce qui se somme. Donc là, le 2, il vient avec le 3 et ça me fait 5. Donc ça me fait exponentielle x facteur de 2x plus 5. Et donc voici notre dérivée de notre fonction de départ. C'est exponentielle x fois 2x plus 5. Et donc la réponse c'est, bon, elle est donnée dans l'autre sens, c'est la réponse C. Hop, correct. Et donc, taux de réussite, c'était question 11, 54%. Bon, j'espère qu'avec la correction, c'est plus clair pour les 46% quand il faut. Et on passe à la question 12. 12, donc, étude de fonction. Donc, on a la dérivée maintenant, c'est 2x. Donc, la fonction 2x plus 3 exponentielle x a pour dérivée 2x plus 5 exponentielle x. Et elle admet 1. Alors, un minimum, maximum. Alors, comment on fait pour répondre à ce genre de questions? Alors, il y en a qui l'ont tracé? Vous avez fait quoi? Ah, vous m'entendez à nouveau ou pas? Oui. Oui. Donc, comment vous avez fait pour ça? Pour cette question? Un tableau. Un tableau, exactement, on fait un tableau de variation. Et donc, faire un tableau de variation, c'est dans un premier temps, on va étudier le signe de la dérivée. Donc, on étudie le signe de la dérivée. Comment on le fait? C'est parti. Donc, on étudie donc, notre tableau de signes. Hop. Je ne sais pas si j'avais précisé, sinon c'est mal. J'ai pas précisé qu'elle est définie sur grand R. J'aurais dû. Donc là, c'est pour ça que je mets moins l'infini plus l'infini. Mais en principe, là, je n'ai pas précisé et c'est pas bien. Donc, je veux le signe de f'. Sauf que f', vous le voyez, c'est 2x plus 5 exponentielle x. C'est un produit. Donc, comment étudier le signe d'un produit? Si la quantité 2x plus 5 elle est négative fois le signe de exponentielle x, ça me donnera le signe global. En fait, il va falloir étudier le signe de chaque
facteurs qui composent le produit. Donc c'est pour ça qu'ici je vais m'écrire 2x plus 5. Ensuite le signe de exponentielle x. Alors le signe de 2x plus 5, comment on fait pour résoudre? Pour trouver, on résout, alors mentalement ça marche aussi, l'équation 2x plus 5 égale 0. Donc ça me fait, c'est équivalent à x égale moins 5 demi, donc moins 2,5. Autrement dit, je mets moins 2,5 ici, et je sais que là, ça vaut 0. Et ensuite, il suffit d'étudier le signe. Alors, plusieurs manières de faire. Quand même, la plus belle, c'est de se dire, là, j'ai une fonction qui est croissante, parce que c'est une fonction affine. Le coefficient directeur 2, il est positif. Donc, mentalement, je vais avoir un truc qui va être croissant. Donc, c'est-à-dire qu'avant la valeur où ça vaut 0, je suis négatif, et après, je suis positif. Donc, je mets un moins, je mets un plus. Sinon, on peut choisir une valeur. Alors, là, il y a 0. Je remplace x par 0, ça me fait 5. Donc, en 0, ça vaut 5, c'est positif. Donc, je mets un plus. Bref, mais quand même, la meilleure, c'est de se souvenir de la représentation graphique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Hop, j'efface tout ça. Donc, vous m'entendez bien encore? Oui, ça va. Parce que je parlais un peu le dos tourné à l'écran. Mais bon. Alors, exponentielle, c'est de quel signe ça? Tu l'avais dit, qui parlait, qui m'avait dit qu'elle était positive, la fonction exponentielle? Ah non, c'était croissante. Mais du coup, enfin, elle est positive. Là, c'est en tant que dérivée. Ce qui veut dire que f', elle va être... Alors d'ailleurs, j'aurais pu... C'est moche. En général, oups. Voilà. Je mets plus à droite et à gauche. Et donc, du coup, au bilan, règle des signes, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Et donc, j'ai f qui va être décroissante, puis croissante. Donc, cette valeur-là, c'est un minimum, et il est atteint en x égale moins 2,5. On vous dit, il est atteint en x égale, donc ça veut dire que je regarde cette valeur-là, et pas f de moins 2,5. Ça, je crois que c'est la question d'après. Celle-là, on vous demande juste la valeur de x. Donc, c'est minimum en moins 5 demi. Réponse C. Correct. Ensuite, la valeur de ce minimum. Alors, la valeur de ce minimum, et c'est un classique. En fait, le classique, c'est de se dire, le minimum, il est atteint en x égale moins 5 demi, et je remplace le moins 5 demi dans f'. Sauf que si on remplace le moins 5 demi ici, on calcule f' de moins 5 demi, sauf que le minimum, c'est f de moins 5 demi. Donc, en fait, on va remplacer là-dedans. Donc là, c'est parti, on peut le faire là-dedans. Allez, on va changer un peu. f de x, c'est 2x plus 3 fois exponentielle x. Et je tape f de moins 5 demi. Malheureusement, votre calculatrice, elle ne le fait pas. Mais moi, ça me donne qu'une valeur approchée, donc c'est pas super. Donc finalement, par rapport aux propositions, alors je pourrais être tenté de dire aucune des réponses précédentes. Mais en fait, peut-être que si on le fait à la main, je remplace par moins 5 demi là-dedans. Moins 5 demi fois 2, ça me fait moins 5. Plus 3, ça fait moins 2. Donc moins 2 exponentielle de moins 5 demi. En fait, c'est la réponse C qui est la bonne. Voilà, donc vous ne faites pas avoir là-dessus. Là, la valeur exacte, elle est là. La valeur approchée, ça donnait un truc. Je me suis cru malin, mais en fait, ça a pu induire en erreur. Et la réponse exacte, elle est là. Voilà, bonne réponse. Enfin, c'est parti. Donc, on reprend le nouveau chapitre qu'on va bien attaquer aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais on va le faire dans la semaine. D'ailleurs, il faut qu'on parle après des emplois du temps. Parce que j'ai pas trop compris, en fait. On en parle après. Je crois que vous n'avez pas indiqué que vous faites maths demain, par exemple. On voit ça ensuite. Donc, le produit scalaire. Alors là, c'est super parce que ça reprend un peu... c'est un bon bilan de toute la définition.
Donc le produit scalaire, est-ce qu'il se note AB scalaire AC? Ça, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'il vaut 0? Est-ce qu'il vaut 0 le produit scalaire? Non. Pas toujours en tout cas, en effet. Parfois il vaut 0, mais pas toujours. Donc en fait la réponse B. Est-ce que on le sait à quelles conditions il vaut 0? Ou on l'a pas vu encore dans le cours? Si on l'a vu. Quand c'est orthogonaux. Voilà, si les vecteurs sont orthogonaux, autrement dit si les directions des vecteurs sont perpendiculaires, si la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Donc ensuite, réponse C, est-ce que ça vaut tout ça? Oui. J'ai été gentil, oui, c'est bon. Par contre, attention, c'est bien, regardez, l'angle, il est en A, et A, c'est bien le point qui est sur les deux. Donc en effet, C, ça marche. La réponse D, c'est faux, hein, c'est pas le sinus. Ensuite, E est égal à AB scalaire à H, où H est le projeté orthogonal de B sur la droite AC. C'est vrai ça? Non. Non? Et non, en fait, là, il faut faire un schéma, parce que regardez, est égal à AB scalaire à H, où H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB, B sur la droite AC. Alors là, on peut se dire, comme ça, soit on arrive à le visualiser soi-même, soit on prend un brouillon. Moi, c'est ce que je fais. On va faire AB scalaire à C, donc je me fais mes 3 points A, B, C. Et on fait nos droites, parce que on fait AB scalaire à C. Hein. Donc, quand on veut faire le projeté, mince. Tac. Quand on veut faire, alors, première proposition, c'est AB scalaire à H, où H est le projeté de B sur la droite AC. Donc si je fais le projeté de B sur la droite AC, alors je dois faire un comme ça, H il va être là, et donc là je suis en train de dire que c'est AB scalaire à H, ce vecteur scalaire celui-là. Là ça marche pas. Hein, quand on projette, il faut que les points soient alignés à la fin. Là les points A, B et H sont pas alignés. Donc en fait la projection, c'est bien la projection de C. Non, je vous ai même pas montré. Voilà. Là, les points A, B et H sont pas alignés. Ce qu'il faut projeter, c'est le point C sur la droite AB. Donc en fait, la projection la bonne, c'est celle-ci. C'est le point C que je vais projeter comme ça avec un angle droit sur la droite AB. Et donc là, j'ai A, B et H qui sont alignés. Et c'est bien ce qu'il me faut pour utiliser la formule du projeté orthogonal comme on l'a vu dans le cours. Donc, je reviens, voilà. Donc ici, c'est la F qui est la bonne. Il faut que H soit le projeté de C sur la droite AB. En fait, il faut projeter sur là où il y a encore le vecteur qui est visible ici. Donc, vous voyez, j'ai projeté C sur la droite AB. À ce moment-là, je fais AB scalaire AH. Donc, c'est la F et c'est pas la E. Ensuite, est-ce que ça vérifie ceci? La G, est-ce que c'est vérifié la G? Oui. Oui, hein, c'est une autre façon de l'écrire ici. Là, je le parle en distance entre longueur du segment AB, pardon. Et là, je parle de norme du vecteur, mais c'est exactement la même quantité à la fin. Ensuite, est-ce que ça vaut 0 lorsque AB et AC sont collinéaires? La réponse est non. Ça vaut 0 quand AB et AC sont orthogonaux. Donc c'est la I qui est bon. Et alors la J, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est un nombre réel, le produit scalaire, le résultat final? La réponse c'est oui. Hein. C'est dans la définition, on l'a dit, c'est le nombre réel tel qu'il vérifie. Donc c'est un nombre réel. Monsieur, j'ai pas Oui. compris la I. La I? Oui. Alors c'est dans la propriété, en fait, le produit scalaire. Alors tu peux le voir comme ça. Si je fais un schéma, si les vecteurs sont orthogonaux, si je prends 3 points A, B et C, eh bien orthogonaux, c'est-à-dire que j'ai un angle droit. Là, j'ai un angle droit, d'accord? Et donc ça veut dire que quand j'applique la formule AB scalaire AC, ça me fait AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et BAC, il vaut quoi? Quelle est la valeur de l'angle ici? 90.
90. Et c'est quoi le cosinus de 90? C'est le cosinus de pi sur 2. Ça vaut 0. 0. Donc en fait, ça vaut 0. Donc c'est pour ça Ok. que ça vaut 0 lorsque les vecteurs sont orthogonaux. Ok? D'accord, merci. Et puis, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais c'est super, on peut même faire ça. Et ensuite, ça. Et je pense que je vais essayer de faire un petit peu de ça pour vous donner des exercices. Bon, l'image est moche, mais c'est juste pour vous montrer que sur Discord, on peut faire ça, classe virtuelle sur le CNED, ça marche pas. C'est moins bien, pour le coup. Et je crois que ça va finir par télécharger. Bref, donc la I et la J. Hop, je valide. Correct. Ensuite, question 15. C'est bon sur Discord? Non, pas encore. Question 15, vous avez un petit exo. Alors, il est tiré d'hyperbole, celui-là. Donc, calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc, c'est parti. On calcule le produit scalaire, page 10. Donc, alors, je peux pas l'envoyer sur ma tablette, par contre, le truc. J'aurais dû le prendre. Ouais. Je peux prendre une photo. Parfait. Tac. Est-ce que ça marche comme ça? OK. Est-ce que je peux la rogner? Non. Par contre, je peux la décaler. Voilà. Donc, vous avez l'exo. Maintenant, je peux écrire dessus. Donc, le produit scalaire AB scalaire AC. Donc, on applique la formule. Alors, la grande question, ça va être quelle formule appliquer à chaque fois pour le produit scalaire? Hein, ça va être vraiment la difficulté dans ce chapitre. Donc, vous avez vu l'exercice qu'on avait fait avant les vacances où il y avait un tableau à remplir. Mais on va aller dans un peu plus difficile à partir de demain. Donc, ça, c'est AB fois AC fois le cosinus de BAC. Alors là, naturellement, on pense à cette formule parce qu'on vous donne l'angle, hein, ici. Comme on vous donne l'angle, vous avez la longueur AB, vous avez la longueur AC. Évidemment, on utilise la formule qui était la définition du produit scalaire. Donc ça me fait 4 fois 3 fois le cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, tac, le cercle trigo, ça c'est pi sur 3, c'est 0,5. J'accélère parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc ça c'est 0,5, donc ça fait 12 fois 0,5, ça fait 6. C'est tout moche, pardon. Mais voilà, ça fait 6, et ça c'est le résultat de la question. Est-ce que c'est compris ou pas? Je vais peut-être un peu vite. Ça va? Et donc du coup, la réponse c'est 6. Et là, il fallait renvoyer un nombre. On vous dit correct. Ensuite, pareil. Alors là, vous avez à nouveau, on vous demande AB scalaire BC. Alors là, le truc qui est délicat, c'est que regardez, AB scalaire BC. Donc si je veux appliquer... Ça marche ça? Alors, AB scalaire BC. Si je veux appliquer ma formule, hop, je vais encore prendre la photo. Qu'est-ce qu'il dit encore, Karim? C'est Karim qui parle? Il dit que les rayons. Alors, ok. Tac. C'est tout moche. Donc, si je veux appliquer ma formule AB scalaire BC, pardon, c'est égal à AB Mais qui c'est qui dit Nicole là? fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Alors ça, c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Oui, mais l'angle donné, il était à l'envers, je me suis rendu compte. Voilà, l'angle donné, d'ailleurs, je voulais faire avec un fois. Et c'est là, en fait, tout ce qui va être délicat avec le produit scalaire, c'est que ça, c'est pas le bon angle, hein. Dans la formule, regardez, c'est AB scalaire AC. Et après, quand j'utilise ça, j'ai cos de BAC.
Et là, le A, il est ici, il est ici. Là, regardez, mon B, il est à la fin du vecteur, il est au début de celui-là. Donc en fait, si je veux exploiter l'angle, ça va pas être AB scalaire BC qu'il va falloir faire, ça va être BA scalaire BC. Et donc en fait, il va falloir transformer ce AB en moins BA. En fait, ce qu'il va falloir dire, c'est que le vecteur AB, c'est égal à moins le vecteur BA. Et c'est là la petite subtilité. C'est que là, on va pouvoir dire que c'est pour utiliser la formule, il faut dire que c'est moins BA scalaire BC. Et là, ça me fait moins du coup. Et en appliquant la formule, ça va faire 3 fois 2 fois le cosinus de 60 degrés. Donc ça va faire fois 0,5. Et donc ça va me faire moins 3. Et donc la réponse, c'est moins 3. Là, après, j'applique la formule pour passer de là à là. Alors, je dis que c'est moins BA fois BC fois le cosinus de ABC. Là, le cosinus, ça va être bien de l'angle ABC ici. Donc voilà, c'était peut-être probablement la question la plus délicate, celle-ci. Et donc la réponse ici, c'est moins 3. Je crois que d'ailleurs, c'est la question qui était la moins réussie. Alors, une autre façon de le voir, comment je l'ai dit aussi dans la correction. Ah oui, vraiment, une autre façon de le voir, tout ça, regardez, c'est aussi de faire ceci. C'est de vous dire votre vecteur BC, eh bien, un vecteur, ça se déplace. Et donc, je peux le déplacer ici. Et là, j'ai à nouveau le vecteur BC. Et donc là, si je veux appliquer la formule AB scalaire BC, eh bien là, ça me fait bien AB scalaire BC. Donc j'utilise la formule. Mais par contre, l'angle ici, il vaut combien? Il vaut moins cos de 60. Non, là, je demande un angle. Je demande pas... Là, quand tu me dis cos de 60, c'est un résultat, c'est chiffré. En fait, l'angle ici... Il vaut plus 90, du coup, il faut mettre un moins devant. Non, il vaut 120 degrés, regardez. 120. Si vous regardez là, il y a 60. Les deux sont parallèles, les deux droites ici. Donc là, 60 plus 120 égale 180. Oui ou pas? Oui. Donc en fait, là, il vaut 120. Donc l'idée ici, c'est de prendre mon vecteur BC, de le déplacer pour bien appliquer la formule avec un angle ici qui est cohérent parce que ça me fait AB scalaire BC. Par contre, il faut bien observer que l'angle, ça devient 120 degrés. Et donc quand j'applique ma formule, AB scalaire BC, bah là, je peux dire que du coup, ça va être 3 fois 2 fois le cosinus de cet angle-là. Donc ça va être égal à 3 fois 2 fois le cosinus de 120 degrés. Et le cosinus de 120 degrés, eh bien, il se trouve que ça vaut, c'est le cosinus de 2π sur 3. Là, j'ai π sur 3. Et donc 2π sur 3, il est là. Et le cosinus, ça vaut moins 0,5. Et donc ça vaut 3 fois 2 fois moins 0,5. Donc ça vaut à nouveau moins 3. Donc voilà, et c'était un peu délicat, mais on aurait pu le faire comme ça aussi. D'accord, il y a deux façons de le faire, on verra, on s'entraînera à ça. Ça va être vraiment pour vous les produits scalaires qui ne tombent pas comme dans la définition, où il faut déplacer par soi-même les vecteurs. Ça va vraiment être ça aussi le travail sur le produit scalaire. D'accord, allez, on va dépasser ça vous dérange pas si je vous retarde de 5 minutes? Non. Je vais terminer quand même, hein. Ça, sinon la vidéo elle sera coupée. Donc, cochez les affirmations vraies. Donc, U scalaire W est négatif. Alors, comment on fait pour voir ça? Eh bien, en fait, il faut vous dire que ce produit scalaire
le W ici, vous pouvez le déplacer pour le faire partir là, en prenant l'origine du vecteur ici, et observez qu'en fait l'angle entre les deux, bah là il est plus grand que 90 degrés, et quand l'angle est plus supérieur à 90 degrés, le produit scalaire sera négatif. Donc là c'est vrai, U scalaire W sera négatif. De la même façon, ensuite on vous demande V scalaire T est positif, donc V scalaire T, alors il faut mettre le vecteur T, il faut le mettre ici. Et puis après, alors une autre façon de faire aussi, c'est de projeter. Quand on projette, on regarde si les points sont de part et d'autre de l'origine des deux vecteurs. Donc ça va être un peu... il va falloir que je reprenne une photo pour faire ça proprement. Hop, prendre une photo. Ok, tac. J'ai tout. Je sais plus s'il en reste beaucoup des choses derrière à corriger. Je crois que ça va vite les suivants. Alors, c'est parti. J'ai la photo qui est là. Mince, je me suis trompé de photo. Ah! Photo. Ok. Voilà, la photo est là. Ah, mais en fait, il faut que je supprime celle-là. Ah non, d'accord, j'ai compris. Ah, je fais n'importe quoi. Ah bah c'est bon, là ça marche. Donc, je projette mon vecteur ici. Hop. Enfin, je déplace, pardon, mon vecteur ici. Donc là, j'ai à nouveau le vecteur t. D'accord, là, il faut vous dire, ce vecteur-là, je l'ai déplacé jusque-là. Donc, une fois que je le déplace, il faut dire, bah, si je projette un vecteur sur la droite supporté par l'autre, eh bien, on observe dans quel sens sont alignés les points. Là, si je regarde cette droite-là, et que je projette ce vecteur-là sur la droite, eh bien, j'obtiens un point ici, mon point central qui fait l'angle, il est là, et un autre point ici. Et donc, l'angle, il va valoir 180 degrés. Et donc, dans la formule, je vais avoir cosinus de 180 degrés, et ça vaut moins 1. Donc, le cosinus ici, il sera négatif, et le produit scalaire, il sera négatif aussi. En fait, la question pour savoir le signe d'un produit scalaire, si vous projetez et que vous avez l'angle qui vaut 0 degré, le produit scalaire est positif. Si vous projetez et que l'angle il vaut 180 degrés, alors le produit scalaire est négatif. Donc là, produit scalaire, il sera négatif, donc ça, c'est faux, donc on ne le coche pas. W scalaire t. Alors regardez, W et t, bah, si on projette, vous voyez, si je mets le vecteur t là, et que je décide de projeter, je vais me retrouver ici, et donc l'angle, il va valoir 0 degré, l'angle qui est là. En fait, quand je projette le point, il est du même côté que le deuxième point par rapport à l'angle. Donc en fait, l'angle il vaut 0, donc le produit scalaire il est positif. Cosinus de 0, ça va valoir 1. Donc là, c'est vrai. Et enfin, U scalaire W a pour résultat 6. Alors est-ce que ça c'est vrai? U scalaire W, alors je suis en... Ah, il était dur celui-là quand même. U scalaire W. Donc on reprend. Coup de gomme. U scalaire W. Donc pour le faire, on met notre vecteur W ici. Donc comment je calcule ici? Alors on pourrait se dire j'utilise la formule de l'angle, sauf que là le cosinus, j'ai absolument aucune idée de ce qu'il vaut. Vraiment là ça va être compliqué. Et comme on a en plus un repère ici orthonormé, en plus je crois que je l'ai précisé dans la question d'origine, non, j'aurais dû le faire, eh bien je vais pouvoir projeter. Donc en fait je peux projeter par exemple sur cette droite-là le vecteur U,
ce vecteur U projeté, il va être ici le point. Donc ici, l'angle formé vaut 180 degrés, donc le résultat est négatif, et ça vaut la norme du vecteur V qui vaut 2 fois la longueur ici avec le projeté qui vaut 3, le tout fois moins 1 parce que j'ai un angle négatif, et donc ça vaut moins 6, et non pas 6 comme ça vaut moins 6. Et ça vaut pas 6 comme c'était proposé dans la réponse, n'oublie pas les parenthèses autour du moins 1. Et donc c'est pas 6 ici, c'est moins 6. Donc on coche pas, on remplit. Ah oui, la réponse 20 en plus, elle sert à rien. Alors là, cette question-là, donc vous avez U, V, vous avez la norme de U, la norme de V, le produit scalaire, et on vous demande l'angle. Donc ici, c'est tout simple, on utilise la formule. En utilisant la formule, on sait que ça fait norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé alpha, ça va me faire 2 fois 6, 12, fois 1 égale moins 6 racine de 3. Donc autrement dit, si j'écris, on a ça. On a 2 fois 6 fois cos de nanana égale moins 6 racine de 3. Donc ça vaut, c'est 12 fois quelque chose égale moins 6 racine de 3. Et là, je dois avoir du coup racine de 3 sur 2. La valeur que je recherche, c'est ça. Et la valeur d'un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, ça correspond à un angle de 5π sur 6. Donc en fait, pardon, et on veut, il y a un signe moins, je me suis trompé, donc on veut moins racine de 3 en fait. Donc du coup, c'est pas cet angle-là, c'est ici, c'est l'angle, c'est π moins cet angle-là. D'ailleurs, je l'ai écrit, ça c'était π sur 6, donc l'angle ici c'est 5π sur 6. Donc du coup, j'écris 5π sur 6, avec l'écriture qui était proposée. 5π sur 6, correct. Et enfin le dernier, alors la triangle équilatéral, donc les angles c'est 60 degrés. AB scalaire AC, il faut juste faire une figure. Je m'excuse, je déborde un petit peu, voire beaucoup. Triangle équilatéral ABC, AB scalaire AC, alors longueur 4, angle 60 degrés, donc AB scalaire AC, tout ça, ça me fait 4 fois 4 fois le cos de 60. Cos de 60, c'est 0,5, donc ça me fait 16 fois 0,5 égale 8. Et donc la réponse, c'est 8. Vous aussi, vous êtes en train de saturer? Allez, fin. Et la dernière, bon, stop là. La dernière, je sors acheter des croquets. Bon, bref, c'était le moment où je craquais quand j'ai fait mon QCM. Vous avez répondu quoi? Je suis même pas sûr d'avoir bon là. Les chiens. Chien? La E. La E. De toute façon, La F, ça fait 11 ans que je m'occupe de ça. 11 ans que j'en recueille. les chats c'est mieux. Non, moi je pense que moi je préfère. Ah, il n'y a qu'une seule réponse. Ah, d'accord. Comment ça, je pense pas. Comment ça, quoi? Comment ça, je pense pas, mais c'est scandaleux, dites donc. Les chats, allez, réponse B. Voilà. Voilà. Limited. 19 sur 10. Ah, elle était pas. elle était non gradable, d'accord. Il pouvait même pas la noter. Donc voilà, fin de la correction. Ça, c'était la petite musique, merci. Bref, j'espère que c'était clair. Et puis du coup. Ah oui, pardon. Déjà, je vais arrêter.